les habitants semblaient habitués à ce genre de massacre. C'est comme si c'était une oui, ça arrive tellement régulièrement que c'est presque une habitude de vie. Le massacre là-bas est intériorisé comme quelque chose qui est arrivé à une partie de sa famille. Alors un livre et un magazine, donc 2 publications très intéressantes qui vont nous plonger dans l'Afrique et surtout dans l'Afrique que nous ne comprenons plus, qui ne nous comprend plus. Enfin d'ailleurs, l'a-t-on vraiment comprise? C'est peut-être presque la question qui se pose quand on lit votre livre, Charles Onana. Je vous présente tous les deux. Je vais vous passer ensuite quelques extraits, on va dire plus ou moins d'actualité, mais qui illustrent tellement le décalage. Et à partir de là, on va creuser le puits des difficultés depuis le début. Et alors... pareil, vous parlez, Régis Le Sommier, dans votre magazine, et vous êtes allé sur place de ce qui se passe au Congo, et c'est absolument terrible, donc on va devoir aller un petit peu dans les images dures aussi. Charles Onana, je rappelle que vous êtes politologue, journaliste d'enquête, essayiste, éditeur, auteur de nombreux ouvrages, dont dernièrement, donc, Quand l'Afrique bascule, pourquoi les Africains rejettent la France et l'Occident, les vraies raisons du divorce, aux excellentes éditions de L'Artilleur. Régis Le Sommier, bonjour également. Bonjour. Merci d'être avec nous, grand reporter, directeur de publication d'Omerta. Et donc ce numéro, donc j'avais déjà un petit peu parlé, les amis. Voilà, il est là. Je vais vous le montrer. Silence, on tue. Au Congo, donc République démocratique du Congo. Vous voyez, voilà, je progresse un petit peu en Miss Météo sur le fait de montrer les images. Et vous avez votre livre toujours, Qui est le diable, l'autre ou l'Occident? Avant de vous donner la parole à tous les deux, de parler de vos écrits, qui sont très importants. Je propose une petite série d'extraits. On va d'abord entendre Emmanuel Macron à la conférence des ambassadeurs à l'Élysée le 6 janvier 2025. Vous la citez, Charles Onana, dans votre livre. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de 2 natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Bon alors l'ingratitude, c'est une maladie non transmissible. Là, il est parti complètement en vrille. On a oublié de nous dire merci. C'est ce que dit Emmanuel Macron donc à l'Afrique. Écoutez maintenant, alors celui-ci il est un peu plus long, mais en fait j'ai pas voulu le couper parce qu'il est vraiment très intéressant. En plus, comme vous parlez du Congo particulièrement, Régis Le Sommier, le président de la République démocratique du Congo, donc Félix Tshisekedi, au micro de Darius Robin, le 4 mai 2024 sur LCI. Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC. Pourquoi est-ce qu'on va la leur refuser? Il n'y a pas de raison. La progression de Wagner en Afrique ne vous fait pas peur? En tout cas, en République démocratique du Congo, Wagner n'est pas là. Pourquoi est-ce que j'aurais peur pour les autres pays? En tout cas, je n'ai pas vu de massacre ni de pillage de la part Chez vous? De Wagner chez moi, donc je n'ai pas à avoir peur. Le Rwanda est plus un épouvantail pour la RDC que Wagner. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? Ça, c'est une bonne question. Les islamistes, d'abord, ils ne sont pas désirés. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Voilà. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors, il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois
à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voyez-vous ça? Non, je ne sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Il parlait des Gilets jaunes notamment. Et un petit peu plus loin, il dit « La Russie et la Chine en Afrique se comportent mieux que les Occidentaux, ils ne prétendent pas nous faire la morale ». Ça aussi, c'est important et c'est tout à fait dans votre livre, Charles Onana, cette déclaration dont on va reparler et qui est évidemment aussi tout à fait en ligne avec ce que vous dites, Régis Sommier, dans votre magazine. Allez, une dernière pour la route et puis ensuite, je donne la parole à mes deux invités. Emmanuel Macron, qui s'adresse au président du Burkina Faso en 2017. Du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Voilà, quel scandale, ce président, par rapport justement au devoir diplomatique qu'on est censé avoir, au respect qu'on est censé avoir, et le respect, vous en parlez beaucoup, Charles Onana, aussi dans ce livre, et l'approche, la mauvaise approche qu'on a eue depuis le début sur le continent africain. Est-ce que vous pouvez peut-être commenter, notamment, je trouve que l'interview sur LCI de Darius Rochebain, du président de la République démocratique du Congo, je trouve est assez éclairante. Elle apporte 3 points pour commencer qui sont assez intéressants. Oui, les Russes ne vous font pas peur, Wagner, etc. Puis il lui dit, pour le moment, moi, j'ai rien à reprocher aux Russes. C'est pas eux qui viennent nous poser des problèmes. On a plutôt des problèmes avec le Rwanda. Et puis, cet côté, mais la démocratie, là, vous ne défendez pas la démocratie. Donc, la grille des valeurs occidentales imposées, on va dire, au continent africain. Et puis, et ensuite, à qui profite, entre guillemets, le crime quand il dit le terrorisme? La Chine ou la Russie? Là, j'ai vu Régis, celui qui me dit il manque les États-Unis. On va en parler, évidemment. Mais la plus grande démocratie du monde. Hein, oui, celle qui porte les meilleures valeurs et qui est là aussi pour profiter des minerais. Mais évidemment, on va parler. Mais Charles Onana, pour commencer. Oui, mais je pense que vous avez passé l'un des meilleurs extraits où on voit effectivement que le président Macron bouge, comme il disait dans l'intervention précédente. Il dit que la France bouge en Afrique, la France ne disparaît pas. Oui, il bouge dans tous les sens et effectivement par la sortie. Donc on constate à travers la déclaration, l'échange avec le président Tshisekedi que le positionnement qu'on fait de la Russie, de Wagner à travers je dirais une société de mercenaires, on veut faire est une posture moraliste. C'est-à-dire qu'on veut faire commencer par porter le chapeau à la Russie, devenir avec une bande de mercenaires en Afrique, alors que les grandes démocraties occidentales sont en train d'apporter la démocratie, les droits de l'homme, etc. Donc, je pense que, évidemment, le président Tshisekedi rappelle, mais vraiment de façon pertinente, qu'est-ce que la démocratie? Parce que quand on revient à cet élément fondamental, on se rend compte effectivement que les dirigeants occidentaux ne sont pas toujours venus en Afrique pour porter la démocratie. La meilleure preuve, c'est ce qui a été fait avec Nicolas Sarkozy en Libye, c'est-à-dire qu'il disait que le président Kadhafi était en train de massacrer ses populations. Qu'est-ce qu'ils ont fait derrière? Ils ont tué le président Kadhafi et après l'avoir tué, l'OTAN. L'OTAN est allé bombarder la Libye avec l'aide de quelqu'un qu'on connaît très bien en France, qui est toujours en chemise blanche et qui est sur tous les terrains de conflit, c'est monsieur Bernard-Henri Lévy. Donc, ils sont allés apporter la démocratie, soi-disant, en Libye. On voit effectivement que la contrepartie de cette démocratie libyenne, c'est effectivement la diffusion des djihadistes dans tout le Sahel et puis je dirais des massacres, enfin des assassinats de Français, notamment, j'ai une amie qui travaillait pour une chaîne télévision, une chaîne de radio française qui a été
enlevé et exécuté à Kidal. C'était Ghislaine Dupont. Et la justice française peine à faire la lumière sur cet assassinat. Alors qu'en fait, lorsque Ghislaine Dupont a été tuée parce qu'elle allait faire un reportage à Kidal, eh bien, elle n'était pas très loin de la présence des militaires français. Donc, comment peut-on expliquer que on va au Sahel pour apporter la démocratie, eh bien, on se retrouve avec des cadavres français sur les bras, et des cadavres libyens également. Donc, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Je ne suis pas certain. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que le journaliste a du mal à répondre à la question de qu'est-ce que la démocratie. Et la deuxième chose que je peux dire là-dessus pour finir, c'est que évidemment, le fait de mettre les Russes en avant et d'oublier, on a entendu le président Macron aller sermonner quasiment le président Tshisekedi chez lui, alors qu'il était très bien accueilli en RDC, et il a oublié de dire effectivement que le Rwanda, non seulement le Rwanda s'est retrouvé impliqué dans l'attentat du 6 avril 1994, parce que j'ai enquêté dessus et que le juge Bruguière a démontré que c'est effectivement Comment s'appelle le livre sur le sujet? Vous avez un livre Enquête sur un attentat j'ai essayé de mettre toutes les enquêtes qui ont été faites sur cette affaire-là. Eh bien, on ne demande aucun compte aux assassinats de Français qui sont commis au Rwanda en 1994 à Paul Kagame, qui est président de la République, me semble-t-il. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on ne lui pose aucune question sur son rôle dans le massacre et le pillage des ressources minières en République démocratique du Congo, alors que tout cela est très bien documenté par l'ONU. Ouais, on va. Et par votre livre aussi, Holocauste au Congo, très fort, terrible livre, mais vraiment très très fort, je pense, qui vous a posé d'ailleurs pas mal de problèmes parce que visiblement il dérange. Donc on va en reparler. Et Régis Sommier et Omerta est allé sur les traces finalement de Charles Onana sur le sujet et sur ce qui se passe au Congo. Oui, alors je voudrais faire un petit laïus avant un propos préliminaire en regardant les questions de Darius Rochebin, et je trouve qu'on est face de façon caractérisée à l'ignorance crasse d'une partie des journalistes, une partie de mes confrères, qui plaquent une réalité du moment. C'est-à-dire que, voilà, on édulcore tout ce qui s'est passé avant. On parle de mercenaires russes en sachant quand même qu'on a eu, nous, Français, les meilleurs mercenaires en Afrique. Bob Denard. Alors, on va en parler. On va en parler un peu parce que Charles Onana raconte quand même un peu les valises de billets, même les jumbés de billets. Enfin, on est quand même pas au top non plus. On a eu des gens qui ont servi les intérêts du gaullisme en particulier. Et vous prenez un simple pays, la République centrafricaine, il y a eu à peu près une trentaine de coups d'État. À chaque fois, la France est derrière. À chaque fois, il y a le nouveau est validé par la France, en fait. Pas les Américains. Les Américains sont intervenus, mais plus tard. Je veux dire, nous, on a plus une antériorité. Donc là, on parle d'un groupe de mercenaires qui viendrait, et d'abord, ça c'est mon deuxième point, sur la présence de Wagner. La présence de Wagner, elle est avant tout... Alors, effectivement, ça fait partie d'un redéploiement de la puissance russe en Afrique, mais d'abord, aujourd'hui, Africa Corp, comment c'est plus Wagner, même si Wagner reste présent sous le label Wagner en Centrafrique. Ça, c'est pour le nom, mais ça change pas. C'est quand même important de signaler qu'il y a une évolution et qu'il y a une dimension économique, c'est-à-dire c'est un prêt sécurité contre effectivement de l'exploitation de certaines mines, mais dans Wagner et dans la présence de Wagner en particulier au Mali, il n'y a pas de volonté à la base ni de contrat de remplacer Barkhane. On n'est pas dans l'idée de prolonger l'exercice qu'ont fait les Français pendant 8 ans avec cette opération. Et donc aujourd'hui, on vient dire oui, les Russes accroissent leur influence, oui, mais comme les Américains, comme les Turcs, comme un certain nombre d'autres acteurs, comme les Chinois évidemment. Parce que Charles Onana le dit aussi dans son livre, il dit on s'attaque souvent à Wagner. C'est pratique de s'attaquer avec Wagner parce que c'est une milice. Donc au moins il y a un côté les armes, c'est quand même pas très démocratique pour reprendre les réponses de Darius Rochebin. Mais la Chine, c'est autre chose. Ils n'arrivent pas avec des armes et pourtant ils s'installent, ils prennent la place des Français notamment. Mais écoutez, si l'on fait un sondage en Afrique, et ça, ce serait, je lance un peu un défi aux propagandistes en France qui passent le temps à insulter les Chinois et les Russes sur leur volonté d'arriver en Afrique. Si on va faire un sondage en Afrique objectif, on demande, vous préférez qui? Vous préférez les Européens, les Français ou les Chinois ou les Russes? Eh bien, je vous parie que la
les Chinois et les Russes battront les Français à plate couture. Mais pourquoi? Mais parce que, tout simplement, eh bien, ils sont arrivés avec une autre volonté de travailler autrement que de venir sermonner, comme on entend le président Macron parler. Les Africains ne sont pas des enfants, ils ne supportent plus qu'on les traite de cette façon-là, et surtout des chefs d'État, premièrement. Deuxièmement, eh bien, quand on voit ce qui est aujourd'hui le bilan des relations franco-africaines, il est quand même catastrophique sur le plan économique, sur le plan de la démocratie. Régis le disait tout à l'heure, c'est que la plupart des dirigeants africains qui sont rejetés par leur population sont souvent très largement soutenus par la France et par l'Union européenne. Et donc, quand vous voyez cela, donc pour les Africains de manière générale, que ce soit des intellectuels ou la population de base, ils constatent que quand les Chinois viennent, si on dit on veut une route ici, eh bien les Chinois vous font une route. Si on dit on veut un hôpital, on vous fait un hôpital, et un hôpital, je dirais, bien fait. Donc, ça, c'est leur vision des choses, c'est leur lecture des événements. Donc, si aujourd'hui, la France, qui a une plus vieille relation avec ces pays-là, et qui, je dirais, et puis aussi, il faut dire les choses honnêtement, les Français, jamais les Chinois ou les Russes seraient passés devant la France dans ces pays-là il y a 30 ans, il y a 40 ans. Donc, il faut être objectif. Les Français ont trop abusé, quoi. On fait n'importe quoi. Mais ils étaient chez eux, ils sont chez eux là-bas, en Afrique depuis l'époque coloniale. Et il faut reconnaître que pour les Africains qui ont participé à la libération de la France, qui ont participé aux côtés du général de Gaulle, ça vous le rappelez dès le premier chapitre, et c'est super important de le rappeler. C'est-à-dire que on l'oublie tout le temps, mais l'Afrique a fait l'effort de guerre, de résistance pour sauver contre les nazis. Mais le général de Gaulle lui-même dans ses mémoires, tome 1 de ses mémoires, il le dit très clairement, mais l'ensemble des historiens qui ont suivi le général de Gaulle ont occulté évidemment cette partie de l'histoire. Donc pour les Africains, ils ont toujours l'impression que là-bas on peut faire ce qu'on veut, on peut prendre ce qu'on veut, eh bien en contrepartie il n'y a que des humiliations, du mépris, etc. Et donc ça devient un peu fatigant pour ces gens-là, et c'est pour cette raison que évidemment les Chinois, comme vous l'avez dit, arrivent sans tirer une balle et ils occupent le terrain, même si les Africains ne sont pas naïfs, ils ne pensent pas que les Chinois ou les Russes vont être, si vous voulez, la solution à leurs problèmes, mais ils se disent que avec eux, au moins, on n'a pas tout ce traitement humiliant que nous avons eu avec nos partenaires privilégiés, qui sont effectivement les Occidentaux. Alors, je vais donner la parole à Régis dans quelques secondes pour revenir notamment sur le Congo, le Rwanda et tout ce qui se passe là-bas, et d'ailleurs la place de la Chine, des Russes sur place. Mais juste avant, quand même, je voudrais que vous nous expliquiez, Charles Onana, votre livre est, je pense, encore une fois, comme la dernière fois sur l'Holocauste au Congo, c'est un ouvrage majeur, donc c'est fondamental de l'avoir, vous le reprenez, c'est très sourcé. Et évidemment, on ne va pas pouvoir faire le tour de votre livre aujourd'hui, mais je voudrais quand même que vous donniez quelques exemples des erreurs commises. En fait, quand on parle de la France-Afrique et des erreurs commises par la France, là, vous donnez l'affaire Elf, vous donnez l'affaire ACAT, parce que c'est commencé par ACAT d'ailleurs avec les socialistes. Je voudrais que vous nous expliquiez un peu en quoi la France a fait n'importe quoi sur place. C'est-à-dire qu'au lieu d'aider à développer un pays, elle a quand même... il y avait des systèmes de je t'aide mais tu m'aideras, et en fait c'est d'homme à homme et pas d'État à État. C'est à peu près ce que vous racontez. Oui, et l'exemple le plus intéressant, enfin un des exemples les plus intéressants, c'est l'exemple de la République centrafricaine. La République centrafricaine est un pays qui est riche en diamants, en uranium depuis longtemps. La France a eu, à travers la COGEMA, je te dirais, un contrat privilégié, je dirais même exclusif sur l'uranium de la RCA. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé lorsque le président Bokassa, qui était très pro-français, qui d'ailleurs beaucoup de Français ignorent que le Bokassa a pris le pouvoir en République centrafricaine en 1965 en tant que coopérant français. C'est-à-dire c'est un coopérant français qui a fait un coup d'État pour prendre le pouvoir. Donc francophile jusqu'au bout des ongles, ancien soldat qui a passé 23 ans dans l'armée française, en est sorti avec le grade de capitaine, prend le pouvoir en République centrafricaine. Et bien évidemment, le général de Gaulle, qui n'apprécie pas effectivement ce coup d'État, eh bien est
est rassuré par Jacques Foccart qui lui dit, écoutez, c'est un francophile, on n'aura pas de problème avec Bokassa. Sauf que Bokassa, dès les 5 premières années de Bokassa, il travaille énormément pour le redressement économique de la République centrafricaine parce que il vient avec les schémas français dans la tête où il pense effectivement que ce soit le système agricole en France est un système très développé, bien organisé, donc il veut faire la même chose en République centrafricaine. Et progressivement, le système de Bokassa commence à se dégrader, c'est-à-dire que la violation des droits de l'homme et beaucoup de choses extrêmement négatives se produisent. Bokassa lui-même a des conseillers français qui lui demandent d'acheter des châteaux en France dans un pays qui a très peu de ressources financières. Et évidemment, le Bokassa commence à donner des diamants à Giscard d'Estaing qui allait régulièrement là-bas faire de la chasse aux éléphants. Donc, et évidemment, Bokassa dit que Giscard prend des défenses d'éléphants régulièrement en République centrafricaine. Eh bien, en 1979, lorsque le président Giscard renverse Bokassa, c'est là que les Français apprennent et découvrent, lorsque le Canard enchaîné fait des révélations avec Pierre Péan, que le Bokassa donnait régulièrement des diamants au président français, lesquels diamants n'étaient pas déclarés en France. Oui. Bon, deuxième chose, c'est que le président Bokassa affirme également qu'il y a des tonnes, des cargos d'uranium sous Giscard qui quittaient la République centrafricaine, que lui, président de la République, n'avait pas le droit ni de poser des questions pour savoir quelles sont les quantités qui partent. Il n'avait pas non plus, la République centrafricaine n'avait pas un centime avec cet uranium qui partait. Donc, c'est le président de la République centrafricaine qui le dit. Quand vous voyez ce genre de choses, vous vous dites, mais ce n'est pas normal que la France, pays des droits de l'homme, qui a un accès en plus privilégié à l'uranium, n'achète pas l'uranium à son juste prix et puisse se comporter de cette façon-là avec ce qu'on peut appeler un pays ami. Oui, et puis après, on a toutes les histoires de financement de campagne. Évidemment. Qui vont jusqu'à l'affaire actuelle de Nicolas Sarkozy. On voit effectivement quelque chose de très drôle qui m'a amusé beaucoup, c'est que le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, là où Monsieur Macron dit qu'on va réparer la climatisation, un pays pauvre, pauvre, je pense que il est appauvri parce que c'est un pays qui a énormément de ressources, notamment l'or et d'autres minerais, qui envoie de 3 millions de dollars en djembé. Il envoie 3 millions de dollars dans les djembés au président Chirac pour sa campagne électorale. Et celui qui raconte, c'est M. Bourgi, qui était le conseiller à l'époque du président Bongo et des chefs d'État africains, qui dit qu'il vient, il accompagne à l'Élysée, je ne sais pas si les Français imaginent la scène, de quelqu'un qui vient avec des gros djembés, et on ouvre des djembés avec un cutter pour récupérer effectivement des liasses qui tombent en petites coupures de 5 Donc et là, de 10 dollars. Jacques Chirac 3 millions. Et Dominique de Villepin. C'est ça, exactement. Donc voilà effectivement ce qu'on peut appeler des rapports franco-africains et ce qu'on appelle donc les amis de la France. Ce sont des amis en fait de personnes entre eux, mais qui n'ont absolument rien à voir avec l'intérêt général du peuple français ou l'intérêt général des peuples africains. Et alors ça va encore plus loin quand on a des drames comme ce qui se passe au Congo et qu'on est incapable de les voir qu'on aide l'ennemi, entre guillemets. Alors là, je me tourne vers vous, Régis Sommier, parce que vous êtes allé sur place. Vous avez en plus de très belles images et vous avez interviewé, vous aussi, mais de manière un peu plus intelligente, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Et alors, justement, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, qu'est-ce qui n'a pas été compris par LCI, que vous mettez en avant, c'est-à-dire justement les arrangements des pays qui se servent directement des minerais, on va dire les milices qui sont un peu instrumentalisées. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça ? Ce qui n'est pas dit par LCI, enfin LCI est prisonnière malheureusement, mais c'est pas uniquement le cas sur l'Afrique, c'est également le cas sur l'Ukraine et dans pas mal c'est d'un manichéisme total avec les bonnes démocraties d'un côté et ce système libre et finalement qui est le système le plus idéal dans lequel nous vivrions et les autres vivraient dans les ténèbres, etc. Donc partant de là, effectivement, c'est très difficile de regarder ce qui se passe réellement sur
sur place. Non, moi, ce qui m'a vraiment surpris sur le Congo, je connaissais très bien le Mali, je connaissais très bien le Niger, le Burkina, pour y avoir été beaucoup en reportage. Ce que j'ai compris en allant au Congo... C'est la première fois que vous y alliez ? Oui, et en allant en particulier au Kivu, et dans cet est du Congo, qui est une région d'aspect magnifique, mais dans laquelle se déroulent des drames sous silence quasiment depuis 1994. Il y a eu le génocide au Rwanda qui a évidemment alerté l'ensemble de l'humanité, et depuis il y a eu à peu près entre 8 et 11 millions de morts, on ne sait pas très bien, 11 millions, je ne sais pas si vous imaginez. Oui, puis des viols affreux, enfin on est alors, dans les pires, oui, alors ça c'est terrible parce que moi je l'ai pas fait exprès, hein. On arrive en Ituri qui est au nord Kivu, qui est juste une zone pareille où il y a un gouvernement militaire, où il y a la guerre et où il y a des milices comme ça qui ravagent la campagne, et se produit un massacre. On va sur les lieux du massacre dans un village qui s'appelait Komanda, où 40 chrétiens ont été découpés à la machette pendant un office par un groupe ougandais d'origine affilié à l'État islamique. Mais bon, si vous voulez, à première vue, on se dit crime sectaire, etc. Encore une horreur de Daesh. Mais en réalité, quand on gratte, on se rend compte que le village d'à côté, dans lequel nous nous sommes rendus, a été quelques mois plus tôt ravagé par une autre milice. Et et ça c'est un truc qui m'a vraiment surpris, quand on discute avec les habitants, qu'on essaye de comprendre un peu ce qui s'est passé avec des gens qui ont perdu, on y était là au moment des obsèques, donc on assistait au remplissage de la fosse dans laquelle il y avait les cadavres, et les habitants semblaient habitués à ce genre de massacre. C'est comme si c'était oui, ça arrive tellement régulièrement que c'est presque une habitude de vie. Le massacre là-bas est intériorisé comme quelque chose qui est arrivé à une partie de sa famille, et ça se passe en vase clos. C'est-à-dire quand on quitte le village, il y a une fête de village à côté qui vit comme si rien ne s'était passé. Et chacun vit en silo comme ça. Vous avez les gens de l'ONU qui étaient justement dont la base était située juste à côté de ce village, qui ne sont même pas intervenus et qui sont venus pour assister et prêter main forte pour les obsèques. Et c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que la mort la mort violente est quelque chose d'intériorisé, de vécu, et ça fait partie des habitudes en fait. Ouais. C'est ça qui est terrible. Et alors cette instabilité, ce chaos profite évidemment à certaines sociétés qui exploitent, parce qu'on est aussi dans des régions. Là, on était en Ituri, c'est là où il y a le plus d'or dans cette région. Vous allez un petit peu au nord Kivu, là vous avez les mines de coltan sans lesquelles nous ne pourrions pas utiliser notre téléphone portable, hein, je le précise. Et on a visité aussi des mines de cobalt, où là pour le coup, pour chaque Tesla produite par Elon Musk, il y a 10 kilos de cobalt à l'intérieur, et 80% en gros du minerai est produit en RDC, rapatrié en Chine, traité en Chine, d'où l'intérêt, et ça c'est ce que oublie volontairement ou pas Darius Rochebin, c'est l'intérêt des États-Unis dans la région, qui ont bien l'intention de se réimplanter, qui ont été implantés à une certaine époque, qui se sont fait supplanter par les Chinois, mais qui évidemment jouent un rôle très actif là-bas. Donc ce n'est pas les démocraties qui viendraient aider et les dictatures. C'est complètement faux. Cette grille de lecture est totalement fausse, mais elle est caractéristique d'une certaine petite caste de journalistes parisiens qui voient les choses depuis leur fauteuil. Voilà. Alors, en fait, la réalité de là-bas, vous avez parlé des Chinois. Moi, je suis allé dans une mine exploitée par la Chine à Fungurume, qui est à côté de Kolwezi. C'est une des plus grosses mines de cobalt. Les Chinois, en effet, vivent très séparés du reste de la population. Ils ont leur propre quartier, leur propre maison, mais ils injectent globalement dans l'économie locale beaucoup de choses. Ils refont certaines
certaines routes, ils font des dispensaires, des orphelinats, et ils offrent même une partie de l'électricité qui sert à exploiter la mine pour l'alimentation électrique de la ville à côté, qui est une ville de 200 000 habitants quand même. Donc si vous voulez, il n'y a pas de contact en fait. C'est pas la Chine n'est pas là en disant on va réorganiser votre vie et on va vous dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. On exploite, effectivement, on se sert, mais en même temps, on a un accord avec vous. C'est des deals en fait. Et Wagner, c'est exactement la même chose. C'est un deal sécuritaire. L'approche pragmatique d'ailleurs un peu à la Donald Trump. On va revenir sur Donald Trump parce qu'évidemment ça change la donne. On va rester concentré maintenant un peu sur le Congo, sur le RDC pour bien comprendre ce qui se passe, parce que finalement c'est une illustration comme une autre des guerres d'influence qui se passent. Moi, en vous lisant Charles Onana, je me suis dit finalement l'Afrique est devenue un vaste une zone de proxy où s'affrontent la Chine, alors la France pour ses anciennes influences, la Chine et les Américains, quoi. En gros, on a vraiment l'impression. Et tout ça au nom, alors chacun apportant les Français et les Américains au nom de leurs valeurs, mais derrière, évidemment, et d'ailleurs vous le dites très bien au début, vous dites partout où il y a des guerres civiles ou des guerres en Afrique, regardez s'il y a du minerai en dessous et vous comprendrez. Parce qu'en fait, évidemment, la morale a bon dos quand c'est pour récupérer les minerais en dessous. Et c'est ce qui se passe, évidemment, en RDC. Vous avez rappelé les chiffres tout à l'heure, Régis. Et je voudrais que vous rappeliez tous les deux, puisque vous le dites tous les deux d'ailleurs, chacun dans votre ouvrage, la place et l'utilisation par les Américains, notamment de cette guerre, l'instrumentalisation, peut-être la manipulation aussi des Rwandais. Je ne sais pas à quel point on peut raconter ça. Charles Onana, je me tourne d'abord, pour récupérer évidemment les minerais. Bon, écoutez, ce que j'ai découvert, moi, il y a quelques années, lorsque je faisais mes recherches sur l'opération turquoise, qui a été décriée en France par tous les médias et une grande partie de la classe politique française, qui ne voulait pas chercher à comprendre pourquoi il y avait de telles attaques d'une violence inouïe comme jamais on en a eu dans une crise africaine en France, où on attaquait le président Mitterrand, mais de façon totalement illogique, sur les événements du Rwanda. Et donc, je découvre que, en fait, le président Mitterrand, son objectif était, à l'époque, tout le monde a oublié qu'il avait quand même un cancer et qu'il luttait contre la mort à ce moment-là. Donc, ce n'est pas le moment où vous luttez contre la mort que vous cherchez à organiser des massacres de façon objective. Parce que quand même, quand vous cherchez à comprendre pourquoi, quel intérêt il va faire ça, vous n'en trouvez pas. Mais en France, cette donnée était fondamentalement établie. Bon, pourquoi? Parce que derrière cette affaire du Rwanda, où il y a eu un génocide et des plusieurs centaines de milliers de morts, l'objectif, c'était de mettre Kagame au pouvoir. Et Paul Kagame au pouvoir, et c'est l'administration Clinton qui a préparé tout cela. Je le dis avec des documents américains à l'appui, des éléments du Pentagone, des documents de la Maison-Blanche, dans les archives déclassifiées que j'ai pris la peine de consulter longuement. Et j'ai constaté également que lorsque le Paul Kagame est installé au pouvoir en 1994, stratégiquement sur le plan militaire, l'objectif de Paul Kagame est de pousser les populations rwandaises sur le territoire congolais à l'est du Congo. Donc c'était une action militaire planifié sur plusieurs années, et lorsque j'ai analysé avec quelques experts militaires combien de temps il faut pour occuper et renverser un président au Congo, ils m'ont dit 2 ans. Eh bien, 2 ans correspond exactement au travail qui a été fait entre 1994, lorsque les réfugiés rwandais sont arrivés sur le territoire congolais, et en 1997, eh bien, le président Mobutu du Zaïre, l'actuel Congo, a été renversé par les troupes de Paul Kagame et de Yoweri Museveni, qui étaient tous soutenus par la CIA et par l'administration Clinton. Donc, quand ils occupent dans ce terrain, ils vont dire quel est l'argument, parce qu'il faut toujours des arguments qui sont des arguments de sympathie, des arguments dignes, nobles, etc. Ils disent qu'il y a des génocidaires qui sont installés à l'est du Congo. Et donc, ça indigne évidemment tout le monde en disant, mais ce n'est pas normal, s'il y a des génocidaires qui sont à l'est du Congo, ben, il faut les punir. Il faut se débarrasser de ces gens-là. Et le maréchal Mobutu, à l'époque, donc que les Américains avaient envisagé de renverser avec l'aide de Kagame, eh ben, il dit, écoutez, je veux que la communauté internationale m'aide à renvoyer
envoyer ces réfugiés chez eux. Eh bien, tout le monde laisse passer cette histoire en disant ce n'est pas nécessaire, ouvrez plutôt votre pays à l'accueil des réfugiés, ne soyez pas odieux vis-à-vis des pauvres gens qui sont en train de fuir l'extermination dans leur pays. Et à l'époque, les Hutus qui viennent massivement sur le territoire congolais sont considérés comme de pauvres réfugiés. Alors que les États-Unis et Kagame savent très bien que c'est l'objectif qui va servir à aller occuper le Congo. Et lorsque l'opération turquoise se déploie donc sur le territoire congolais, et je demande au général Lafourcade qui commandait l'opération turquoise à l'époque, est-ce que vous saviez que Goma, où vous étiez installé, allait devenir plus tard la capitale du trafic de diamants et de coltan? Il me dit non, parce qu'à l'époque, nous, on s'était installé là-bas d'après les directives qui étaient celles de l'état-major français pour éviter effectivement d'avoir un affrontement militaire avec les troupes de Kagame. Sauf que depuis 30 ans, depuis 1994, évidemment, eh bien, le Congo les populations du Congo sont massacrées, le pays est mis à sac pour toutes ces ressources. Et aujourd'hui, lorsque j'ai publié mon livre en expliquant cela, eh bien, on m'a poursuivi devant les tribunaux français parce que j'avais mis le doigt sur le truc qui était caché, complètement occulté, que les gens ne voyaient pas. Mais le lien entre le génocide du Rwanda en 1994 et la préparation et l'organisation de l'occupation du territoire congolais pour le pillage des ressources était l'événement clé que très peu de gens ont pu voir à l'époque. Et donc, évidemment, ça m'a valu, je dirais... C'est hyper important et je pense hyper symbolique, Régis, je me tourne vers vous, parce que c'est significatif du mode de fonctionnement américain, finalement. Oui, du mode de fonctionnement américain, et c'est la grande différence avec ce que veut imposer Trump aujourd'hui, c'est-à-dire une vision beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus business. C'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est intéressant de voir que ça correspond, la date de 1994 correspond effectivement au génocide rwandais, mais correspond aussi à l'intervention en ex-Yougoslavie. Et à ce moment-là, on a à la manœuvre Bill Clinton, Madeleine Albright. Je suis allé à Pristina, j'ai fait un documentaire sur la Bosnie-Herzégovine. J'ai été le premier, j'étais sous le choc de me rendre compte que les deux plus grandes statues aujourd'hui érigées à Pristina sont une statue à Bill Clinton et une autre à Madeleine Albright. Donc pour bien situer, voilà et à cette époque-là, qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé effectivement de balkanisation et l'objectif il est exactement le même en Afrique, c'est-à-dire c'est une mouvance américaine, on va dire globaliste ou néoconservatrice, on peut dire, puisque il y a les deux tendances là-dedans, qui visent finalement à faire des proto-États, à créer un État. Ensuite, en 99, ça va être le Kosovo, la Macédoine du Nord, des États à la solde des États-Unis. Et là, actuellement, pour ce qui est du Nord Kivu et du Sud Kivu, les zones qui ont été conquises par le fameux groupe, le M23, piloté par c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de l'ONU de cet été qui explique que l'armée rwandaise est derrière le M23 et qu'elle est directement intervenue. C'est une milice armée, elle. Voilà, de Tutsi, soi-disant congolais, mais en fait pilotée vraiment par le Rwanda. Piloté peut-être par d'autres personnes. Mais ça c'est la voie traditionnelle. Et arrive Trump dans cette histoire, et Trump qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait? Alors ça c'est intéressant, c'est l'interview que vous avez. Donc alors il dit Trump, moi je regarde, je vais pas m'adresser pour les minerais rares et les terres rares dont une grosse partie se trouve en Afrique. Vous savez que je vais pas rappeler l'épisode du Groenland, celui des terres rares en Ukraine, etc. À chaque fois qu'il y a terres rares, ça fait tilt chez Trump. Là, il est allé regarder ce qui se passait et il a dit je ne vais pas acheter ces terres rares à des intermédiaires, je vais m'adresser au fournisseur principal. Et le fournisseur principal, c'est le Congo. Et le Congo, il a vu une opportunité, d'où la signature le 27 juin dernier d'un accord qui demande encore à être entériné, signé à Washington. Mais enfin bon, il n'est pas remis en question. Un accord qui ferait que les États-Unis, finalement, imposent la paix dans cette région, c'est-à-dire changent un peu leur fusil d'épaule. On peut pas dire que le Rwanda soit maltraité par l'accord non plus. Il récupère une partie des minerais aussi. Les États-Unis récupèrent 40%, qui est quand même assez considérable. Mais le Congo se voit quelque part garantir une forme de sécurisation de ces zones qui sont totalement anarchiques. Faut rappeler la dimension du Congo RDC, c'est 2,3 millions de kilomètres carrés, et rappeler à
ceux qui nous écoutent qu'il n'y a pas de route entre Bunia, par exemple, Beni, Goma et Kinshasa. C'est une énorme forêt au milieu et les communications, et c'est très très difficile pour une armée, pour l'armée congolaise en particulier, de sécuriser et d'arriver à asseoir la souveraineté sur le pays. C'est un vrai problème. Ouais. Mais là, ce que voit les Tshisekedi, le président, et un certain nombre de ses adjoints au Congo, c'est une opportunité avec les États-Unis, grâce à la vision pragmatique de Donald Trump, vision pragmatique mais qui vise la Chine. La Chine profite de ce chaos à 90%, c'est la Chine qui bénéficie de ces minerais rares. Donald Trump entend que ça change un peu partout, entend rééquilibrer la chose. Je vous donne juste un exemple sur la question du Katanga, qui est la zone où il y a le plus de mines au Congo. La plupart du cobalt, du cuivre, etc., transite via la Zambie, la Tanzanie, et ensuite va en Chine. Les Américains entendent, eux, ouvrir un corridor jusqu'au port de Lobouto, qui est en Angola, vers l'Atlantique, pour écouler les minerais de ce côté-là. Donc on va vers un rééquilibrage de l'exploitation de ces mines. Mais moi, ce que je trouve absolument incroyable dans cette histoire, et ce que nous dit le président Tshisekedi dans l'interview, il dit, mais les Français, mais revenez, simplement, parlez-nous différemment, mais vous êtes bienvenus, il y a pas de problème. Et pourquoi ce pays il y a 100 millions de locuteurs français. Bah oui, ça c'est un truc qui m'a aussi beaucoup surpris au Congo, c'est que les Congolais jouent vraiment la carte de la francophonie. Les Maliens aussi, mais quand vous discutez avec les Maliens, les 3/4 du temps, quand ils discutent entre eux, ils discutent dans leur dialecte. Là, moi j'ai vu des Congolais qui discutent en français. Le français est vraiment très très employé, et c'est le plus gros pays francophone du monde. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous on soutient le Rwanda à côté, qui est anglophone quasiment maintenant. Quel est notre intérêt? On a un jeu de retard sur les Américains qui ont évidemment soutenu le Rwanda, mais qui se pourquoi n'essayons pas nous aussi d'avoir les Belges font les choses plus intelligemment que nous là-bas. Les Belges sont quoi? Qui est l'ancienne puissance coloniale et mieux tolérée que les Français. En particulier à cause de l'épisode de Macron à Kinshasa et de la fameuse histoire de la boîte de nuit. Mais on est quand même dans une situation complètement ubuesque où on ne sert pas nos intérêts. On a le premier pays de la francophonie, qui est le Congo, qui ne demande qu'à renouer des liens avec nous. Et qu'est-ce qu'on fait? On reste à côté et on continue à soutenir des vieilles alliances éculées d'ailleurs, parce qu'on sent que les choses sont en train de bouger, et en particulier grâce à Trump. C'est tout ce que décrit d'ailleurs Charles Onana. Quand l'Afrique bascule, pourquoi les Africains rejettent la France et l'Occident? Les vraies raisons du divorce, aux éditions L'Artilleur. Régis Le Sommier, en effet, passionnant. Le silence on tue, votre dernier numéro. Et vous êtes allé sur place quand même. Faut le dire aussi, parce que pardon, LCI, là, c'est pas leur faute, mais bon, entre l'interview de Darius Rochebin et puis celle que vous allez pouvoir trouver, et les reportages que vous pouvez trouver avec évidemment cette image très forte dont vous parliez tout à l'heure, Régis Le Sommier, de cet enterrement. L'enterrement des chrétiens. Des chrétiens massacrés à la hachette. Merci beaucoup à tous les deux pour cette ouverture sur ce monde que nous ne comprenons plus, que nous avons cessé de comprendre, que nous n'avons jamais bien compris d'ailleurs. Et il est temps de voir les choses différemment. Donc ce continent africain. Merci Charles Onana, merci Régis Le Sommier. Je rappelle que vous êtes aussi directeur de la publication d'Omerta.